conquête de la souveraineté passe avant tout par l'exploitation des ressources nationales au profit de nos populations. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Nous poursuivons notre série d'entretiens avec les membres du gouvernement sur leur lettre d'émission confiée par le président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, chef de l'État, le général de brigade Abdraman Tchani. Abla Tchamogo et moi-même recevons ce soir le ministre de la Santé publique, de la Population et des Affaires sociales, le colonel-major Garba Hakimi. Monsieur le ministre, bonsoir. Oui. Et merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci. Sans plus tarder, la toute première question. Monsieur le ministre, la couverture sanitaire au Niger reste un défi pour les autorités. Comment renforcer l'accessibilité des populations aux services de santé ainsi que la disponibilité des médicaments? D'abord, l'accessibilité aux services de santé, ensuite les médicaments. Merci pour cette question. Je voudrais tout d'abord présenter à la RTN et à l'ensemble des Nigériens mes meilleurs vœux pour une année pleine de paix, bonheur et de prospérité. Je voudrais ensuite vous remercier l'ensemble du personnel de la RTN pour cette opportunité que vous m'offrez de présenter les progrès réalisés dans le cadre de la mise en œuvre de la feuille de route confiée à moi par son Excellence le général de brigade Abdraman Tchani, président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, chef de l'État, à qui nous adressons toute notre reconnaissance pour cette marque de confiance. Pour revenir à votre question, pour renforcer l'accessibilité aux services de santé, il faut au moins des infrastructures, des ressources humaines, les équipements, la logistique et les prestations abordables. Ainsi, dans ce domaine, plusieurs réalisations ont été faites, parmi lesquelles d'abord les infrastructures, avec la construction de 135 centres de santé intégrés de type 2 en 2024, qui a la disponibilité de l'électricité, de l'eau potable et un domicile pour le chef responsable du CSI et la sage-femme. Ce qui a permis d'augmenter la couverture sanitaire. Plus de 320 000 habitants supplémentaires ont eu accès aux services de santé. Nous avons en perspective, dans ce domaine-là, la construction de 5 hôpitaux de district et 35 centres de santé intégrés dans la région des Indères et de Maradi. Nous avons aussi un projet qui est en bonne voie pour la construction de 27 centres hospitaliers, donc 27 hôpitaux de district et 200 CSI dans le compte de l'année 2025. Toujours du point de vue infrastructure, nous avons procédé à des travaux de réhabilitation. Vous savez que la plupart de nos hôpitaux ont des bâtiments vétustes. Donc nous avons effectué des travaux de réhabilitation au niveau de l'hôpital national des Indères, l'hôpital national Amir Boubacar Diallo, l'hôpital national de Niamey, la maternité Issa Gazobi, le centre national de référence de la fistule obstétricale, l'hôpital de district de Gawé et le CSI Bassoura, pour ne citer que cela. Il y a aussi la construction d'un service de néonatologie au niveau du centre de santé mère et enfants de Difa. En perspective, nous comptons continuer la réhabilitation de ces infrastructures sanitaires. L'année 2025, nous prévoyons une enveloppe de 500 millions environ pour continuer donc ces travaux de réhabilitation. Nous avons organisé, si vous vous rappelez, un dialogue national sur la réduction du décès maternel et périnatal, où il y a eu un téléthon qui a été organisé, un téléthon national, qui nous a permis de mobiliser environ 1 milliard de francs CFA dans le cadre de la réduction de la mortalité maternelle et périnatale évitable. Et ce fonds est en train d'être utilisé pour la réhabilitation des maternités, la construction et équipement des blocs opératoires, des laboratoires dans les districts sanitaires de Niamey 1, 2, 3 et 4. Du point de vue équipement, surtout en ce qui concerne l'imagerie. Vous savez, avant le 26 juillet 2023,
tous les scanners des hôpitaux publics étaient en panne. Et ce constat a été fait lors de la visite de son Excellence, le général de brigade Abderrahmane Tchani, qui a effectué une visite surprise au niveau de l'hôpital national de Niamey, le jour même de l'investiture de la Coldef, si vous vous rappelez. Oui. Donc ces appareils-là, au fait, étaient en panne sur une période qui varie entre 8 mois et 5 ans. Donc vous voyez, c'est des appareils qui sont vétustes, donc tous étaient tombés en panne. À l'issue de la visite du chef de l'État, nous avons eu des instructions pour la réparation et la remise en fonctionnement de ces scanners-là. C'est ainsi que nous avons réparé et remis en fonctionnement donc, le scanner de l'hôpital national de Niamey, l'hôpital général de référence, l'hôpital de référence du Maradi et le centre national de lutte contre le cancer. Le scanner des Anders était irrécupérable. Ces scanners sont de faible capacité, 16 barrettes, 32 coupes. Donc on s'est dit, il y a vraiment la nécessité de commander des appareils plus performants. C'est la raison pour laquelle l'État a mobilisé plus de 12 milliards 300 millions pour l'acquisition et l'installation de 6 nouveaux scanners sur fonds propres de l'État. 6 nouveaux scanners de grande capacité. Cette fois-ci, 64 barrettes, 128 coupes, donc ils sont plus performants que les autres. Ils sont en train d'être installés présentement. Ils sont tous arrivés, et y compris l'acquisition et l'installation de 3 appareils d'imagerie par résonance magnétique qu'on appelle classiquement IRM de 1,5 Tesla. Et l'IRM qu'on avait auparavant, c'est des IRM de 0,3 Tesla. Donc vraiment qui ne sont pas très performants. Ces équipements, ces appareils sont en train d'être installés. Ainsi, il y aura un scanner plus un appareil IRM au niveau de l'hôpital général de référence, au niveau de l'hôpital de référence du Maradi et l'hôpital national des Anders. Un scanner va être placé au niveau de l'hôpital national de Niamey, l'hôpital national Amirou Boubacar Diallo et le centre hospitalier régional de Tawa. Il faut noter que le CHR d'Agadez, il y a eu aussi installation d'un nouveau scanner en 2024 qui est déjà opérationnel. Donc tous ces équipements vont nous permettre vraiment de renforcer l'accès aux soins spécialisés de qualité jusqu'à dans les régions. Il est prévu l'acquisition en 2025 d'un nouveau scanner pour le CHR de Difa. Je m'en vais parler des ressources humaines. En 2024, il y a eu un recrutement de 164 agents. C'est des techniciens supérieurs en anesthésie, réanimation, en chirurgie et en radiologie. Donc ce recrutement-là va nous permettre de renforcer la fonctionnalité des blocs opératoires. Et Inch'Allah, en 2025, nous allons poursuivre ces recrutements d'agents de santé. Je m'en vais parler des moyens logistiques. En effet, nous avons acquis au cours de l'année 2024 49 ambulances, 48 véhicules de transport de vaccins, 38 véhicules de supervision, 4 camions et 1069 motos DT125. Ce qui nous a permis d'atteindre les populations éloignées des centres de santé à travers 57 707 sorties foraines, 1708 sorties mobiles et 2915 supervisions. Nous avons en projet, donc en perspective, l'acquisition d'autres ambulances et en même temps aussi l'acquisition de 509 motos afin d'améliorer la couverture sanitaire. Je rappelle que sur l'ensemble du territoire national, nous avons actuellement 1509 centres de santé intégrés. En ce qui concerne l'accessibilité financière, il faut aussi en parler. Au niveau des tarifications des prestations de soins, de nos formations sanitaires, ça constitue une entrave majeure pour l'accessibilité financière aux soins à la majorité de la population. Et en réponse à cette situation, dans le but d'accélérer les progrès du pays vers la couverture sanitaire universelle en garantissant l'accès équitable à des services sociaux sanitaires, le président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie décidé de la réduction des tarifs des prestations de soins à travers le décret numéro 2024-538/P/2024
CNSP du 28 août 2024 avec application dès le 1er septembre 2024. Je rappelle que c'est une réduction de 50% des tarifs de prestation, la gratuité des accouchements assistés et la suppression des forfaits de la dialyse. Cette décision a été fortement appréciée et soutenue par l'ensemble des Nigériens. Et c'est plus de 10 millions de Nigériens qui ont eu accès aux soins, donc qui sont épargnés de la barrière financière pour pouvoir accès aux soins. Parlons justement, parce que vous évoquez le point, parlons justement de cette réduction vraiment de coûts de soins de santé décidée par le président du CNSP. On sait que ça a un coût. Maintenant, en retour, est-ce qu'il y a un accompagnement au niveau de ces services de santé? Parce qu'il y a aussi cette question. Parce qu'on a vu même par rapport aux enfants de moins de 5 ans qui doivent avoir la gratuité, il y a beaucoup de centres de santé qui sont restés des années et des années avec des arriérés. Comment compenser les services de santé par rapport à cette décision? Parce qu'il y a un coût. Oui, effectivement, il y a un coût. Des dispositions ont été déjà prises pour pouvoir compenser ce que les hôpitaux utilisent dans le cadre de cette réduction-là. Et déjà, la première partie de la compensation, à coût d'à peu près 5 milliards, a été injectée pour pouvoir compenser la réduction des 50% là. Et c'est un processus qui se poursuit. Nous connaissons déjà ce que ça coûte à l'État sur 12 mois dans le cadre de cette réduction de 50%. La compensation de la part de l'État intervient chaque 4 mois pour pouvoir éponger ce que l'État devrait mettre en place par rapport à cette réduction de 50%. Nous avons poursuivi la gratuité des soins chez les enfants de 0 à 5 ans. Et en même temps, les femmes enceintes et les femmes qui souffrent de cancer gynécologique. Donc la prise en charge est gratuite, donc il n'y a pas de barrière financière pour pouvoir avoir accès aux soins. Nous avons mis en place ce qu'on appelle l'assurance maladie départementale, qui a été expérimentée dans la région de Dosso, à Gaïa, et qui a donné de très bons résultats. De même aussi, ça a été expérimenté à Tillabéri, à Gauthier. Ça donne de bons résultats. Eh bien, nous avons en perspective de... La mise à l'échelle de cette expérience? Oui, pour le moment, nous comptons mettre ça en place au niveau de Zender et Maradi. À l'issue de cette expérimentation, progressivement, nous pouvons voir s'il y a lieu de faire une mise à l'échelle par rapport à cette question. Nous avons eu d'autres stratégies d'accès aux soins à travers l'organisation des campagnes gratuites de consultation et d'opérations de masse dans le cadre de la lutte contre diverses maladies. C'est ça qui nous a permis d'avoir comme résultat 598 personnes ont été opérées de maladies chirurgicales gratuitement au niveau de Madawa, Koni et Telia. 32 250 cas de maladies oculaires ont été consultés et 8 500 ont été opérés de cataracte. 315 personnes ont été opérées d'hydrocèle et il y a eu aussi des opérations de distribution de 15 millions de moustiquaires imprégnés d'insecticides à longue durée d'action. Nous comptons au cours de l'année 2025 faire 11 sorties en chirurgie foraine et nous prévoyons opérer 10 000 cas de cataracte sur l'ensemble du territoire national et organiser 5 camps de chirurgie pour opérer 500 cas d'hydrocèle. Nous avons toujours dans le cadre de la vaccination, parce que aussi c'est l'accès aux soins, l'État a mobilisé 17 milliards 400 millions de francs CFA pour l'achat de 13 vaccins. C'est des vaccins destinés aux enfants. Ce qui a permis d'avoir une couverture vaccinale de 80 à 84%. En ce qui concerne la vaccination de riposte, c'est-à-dire que c'est quand il y a une situation, on riposte à travers la vaccination. Si vous vous rappelez, notre pays a connu une épidémie de méningite dans 13 districts de notre pays. Et il y a eu donc une riposte à travers la vaccination où 2 696 personnes ont été vaccinées contre la méningite. Nous comptons, dans perspective donc, de l'année 2025, poursuivre cette vaccination contre la méningite à travers le vaccin pentavalent qui est composé donc, de 5 items. Si vous vous rappelez aussi, il y a eu l'épidémie de choléra suite aux inondations. Nous avons organisé une riposte de vaccination contre le choléra au niveau de 6 districts, Myria, Zender, Gazoua, Madawa, Bouza et Koni. En effet, c'est plus de 1 57 587 personnes qui ont été vaccinées contre le choléra. Dans le cadre de la vaccination à travers la campagne de masse, nous avons aussi réalisé des vaccinations dont 7,5 millions d'enfants
ont été vaccinés et supplémentés par campagne. Nous comptons continuer ces campagnes de vaccination par 2 masses donc contre la fièvre jaune, mais aussi contre la rougeole. Comme autre accès aux soins, je vais quand même dire un mot sur les soins spécialisés. C'est très important. Dans le cadre de renforcement des activités pour la prise en charge de cancer, quelque chose qui nous tient à cœur, eh bien, nous avons finalisé les travaux du bunker. Le bunker, c'est un local destiné à accueillir l'appareil de radiothérapie. Ce bunker, ça fait des années que le chantier évolue. Et c'est seulement en 2024 que nous avons pu achever ce bunker-là, parce que c'est la seule condition pour avoir l'appareil de la radiothérapie qu'on appelle le LINAC. Et c'est à l'issue donc de la finition de ce bunker-là. Et les ingénieurs de l'AIA sont venus vérifier que le bunker répond bien aux conditions de sécurité. Et c'est à l'issue de ça que l'envoi de la machine a été autorisé. Et si vous vous rappelez, la cérémonie a été même présidée par le chef de l'État. C'était en présence de son excellent le général de brigade Abdelrahman Tchani et le directeur général adjoint de l'Agence internationale de l'énergie atomique. Ça, c'était le 15 octobre 2024, où nous avons acquis cet appareil-là qu'on appelle accélérateur linéaire, le LINAC. C'est pour la première fois ou bien il y avait déjà un autre? C'est la première fois. La première fois. Oui, c'est la première fois. Parce le Niger, dans son système sanitaire, n'a jamais disposé de ce genre de matériel? Non, jamais. Et cet appareil est accompagné par ce qu'on appelle un scanner. Le scanner de simulation, ça s'appelle. Ce scanner complète notre appareil. Donc c'est lui qui permet d'identifier, par exemple, si on veut traiter le cancer, parce que maintenant la technologie a avancé. Si vous voulez traiter le cancer, eh bien, il faut utiliser cet appareil-là qui va guider les radiothérapeutes pour leur dire, écoutez, c'est là où il faut bombarder avec les rayons. Et c'est ça qui permet d'éviter les tissus qui sont sains. Parce que si vous bombardez tout le corps, eh bien ça. Donc cet appareil-là est très important. Donc que les Nigériens soient rassurés. Dès que la radiothérapie va démarrer, eh bien c'est un traitement de précision, de haute qualité, où ça n'a pas d'effet secondaire, ça n'a pas d'incidence sur les autres organes. Donc c'est ça la particularité de ce scanner de simulation. L'acquisition de cet équipement va nous permettre de renforcer en tout cas le traitement du cancer. Le processus d'installation de cet équipement-là se poursuit, parce que comme je l'ai dit, c'est un équipement de haute qualité. Le processus se poursuit parce que c'est un processus. En même temps, la formation aussi des agents. Sur place, les ingénieurs. Présentement, il y a un ingénieur indien qui est en train de compléter la formation de nos ingénieurs par rapport. C'est très important, oui. La formation. Oui, il est déjà là. Le processus se poursuit et nous comptons, en tout cas, Inch'Allah, les premiers patients qui peuvent bénéficier de la radiothérapie, Inch'Allah, ça aura lieu en mars 2025. Nous envisageons aussi la création donc de laboratoire d'immunohistochimie, donc qui est aussi un laboratoire important pour la prise en charge du cancer. Et nous avons en projet l'acquisition de ce qu'on appelle le TEP-scan. Le TEP-scan, c'est notre appareil qui permet de renforcer la prise en charge du cancer. Et les moyens sont déjà acquis. Toujours en ce qui concerne l'accès aux soins spécialisés, dans le cadre du renforcement des activités de la prise en charge des patients insuffisants rénaux. Voilà une autre grosse question de soins spécialisés qui nous préoccupe. Vous savez, le rein, c'est un organe vital. Lorsqu'il est défaillant, il n'y a que 2 solutions pour vivre. La première, c'est d'assurer sa fonction là, par un appareil externe. C'est ce qu'on appelle dialyse ou hémodialyse. La deuxième possibilité, et c'est ça, c'est à vie. La deuxième possibilité, il faut greffer le rein. Et là, vous êtes épargné de l'hémodialyse. Donc, pour le moment, l'hémodialyse, c'est ce que nous faisons. C'est ce qui est faisable chez nous. Nous avons 2 centres opérationnels. Le centre de dialyse de l'hôpital national Amir Boubacar Diallo et le centre de l'hôpital national de Zender. C'est les 2 structures qui nous prennent en charge les patients insuffisants rénaux, donc sur l'ensemble du territoire national. À l'heure actuelle, ces centres prennent en charge 310 patients qui souffrent d'insuffisance rénale. Et ces 310 patients-là... Est-ce que nous avons une expertise pour le greffage des reins ou bien on va continuer toujours
à aller à l'extérieur pour ça. Je vais en venir sur la greffe rénale, je vais finir sur l'hémodialyse. Donc, un patient en insuffisance rénale doit avoir la séance de dialyse 2 fois par semaine. Et à chaque séance, il faut un kit. Donc, avec 310 patients, 2 séances par semaine, ça nous fait 620 kits par semaine. C'est gratuit, c'est à la charge du malade? C'est à la charge de l'État. C'est l'État qui achète les kits. C'est à travers des commandes. Dans les commandes, nous les faisons trimestriellement, 2 fois chaque mois, pour qu'il n'y ait pas rupture. Les dialyses sont gratuites? Ce n'est pas gratuit. Ce qui est gratuit, c'est les 150 000 qu'on devrait déposer. J'ai oublié d'en parler dans la réduction des tarifs, où il y a le forfait, ce qu'on appelle le forfait dialyse, qui fait 150 000, donc que l'État a pris en charge. Donc le patient n'a plus besoin de déposer de l'argent pour avoir accès à l'hémodialyse. C'est juste les autres ingrédients qu'il doit payer pour pouvoir bénéficier de cette hémodialyse. Donc vous voyez, un patient qui a une insuffisance rénale, l'hémodialyse, qui n'est pas d'un Niamey, s'il est à Difa, il faut qu'il vienne et les domicile ici, parce qu'il doit être dialysé 2 fois par semaine. C'est pourquoi nous pensons qu'il faut étendre ces centres-là à l'intérieur du pays. C'est pourquoi nous avons un projet, le centre hémodialyse de Maradi, et déjà au niveau d'Agadez et de Difa. Donc, il y a eu déjà l'unité qui est installée. C'est juste la mise en marche qu'on doit faire. Pour revenir à votre question en ce qui concerne la greffe rénale, effectivement, c'est la deuxième possibilité. Puisque on s'est rendu compte, c'est difficile pour quelqu'un de supporter 2 séances. 2 fois, mais ça peut aller jusqu'à 3 séances par semaine. Et ça, c'est toute la vie. Donc, il faut qu'il fasse ces séances d'hémodialyse-là. Donc, pour parler à ça, il y a la greffe rénale. La greffe rénale qui, pour le moment, ne se fait pas chez nous. Ça se fait à l'étranger. Nous envoyons nos patients à l'étranger pour la greffe rénale. À l'heure actuelle, nous avons 29 patients qui ont été greffés. Et la greffe rénale, c'est quelque chose de très cher. Pour un greffier rénal, il coûte pour l'État 16 millions de francs CFA, sans compter 7 millions pour les visites de contrôle par an. Donc vous voyez, avec les 29 patients qui ont été greffés, c'est un budget énorme. C'est une hémorragie financière vers l'extérieur. Donc il faudrait créer les conditions pour que ça se passe chez nous. Et c'est ce que nous sommes en train de faire. Et Inch'Allah, en 2025, nous pensons que nous serons en mesure de faire ces interventions de greffe rénale. Déjà, tout ce qui est du processus juridique, c'est terminé. Les textes réglementaires sont déjà faits. On a terminé ça. Donc, c'est la formation. Nous avons le personnel. Donc, c'est vraiment des petits détails qu'il faut régler avec ceux qui ont l'habitude de gérer cette question-là, qu'il faut régler pour que nous-mêmes, qu'on soit en mesure donc, de faire la greffe rénale. Donc, voilà ce que je peux dire sur la greffe rénale. Il y a d'autres choses, c'est important pour que les Nigériens comprennent aussi, d'autres soins spécialisés que nos hôpitaux sont en train de faire. Je vais parler de la cardiologie interventionnelle. Aujourd'hui, on n'a pas besoin d'envoyer nos gens à l'extérieur pour la cardiologie interventionnelle, c'est-à-dire les gens qui ont besoin de la coronographie, parce que le cœur lui-même peut tomber malade. Il faut lui faire des examens, déjà la coronographie, là, qui, à l'époque, c'est uniquement à l'extérieur que ça peut se faire, ainsi que la pose des stents. Mais à l'heure actuelle, l'équipe de l'hôpital général de référence est vraiment très avancée dans cette prise en charge-là. On n'a vraiment pas besoin d'envoyer nos patients vers l'extérieur. Il en est de même pour la chirurgie cardiaque. Nous avons une très bonne équipe qui est en place au niveau de l'hôpital général de référence et nous pensons bientôt aussi prendre en charge tout ce qui est, en tout cas, problème cardiaque chirurgical. Nous serons en mesure de gérer ça sur place. Et ça, nous sommes en train de collaborer avec les autres pays de l'AES pour que nos équipes se rencontrent régulièrement pour que vraiment qu'il y ait une très bonne efficacité de nos équipes dans le cadre de la prise en charge de la chirurgie cardiaque. Au Niger, nous sommes en mesure, au stade actuel, d'opérer les cœurs. Oui, bien sûr. Ils ont déjà commencé. Donc, nous sommes en train de renforcer l'équipement pour rassurer les gens. Ça se fait. Donc, il en est de même pour la prise en charge. Je ne vais pas oublier la prise en charge des accidents vasculo-cérébraux.
Aujourd'hui, nous avons une équipe qui est en place et qui est en train de faire beaucoup d'exploits. Ou d'ailleurs, certains pays veulent venir s'inspirer de l'expérience de cette équipe-là, où vraiment, ils ont eu des bons résultats, où il y a eu des patients qui ont eu des accidents vasculaires cérébraux, des AVC, classiquement qu'on appelle ça, et qui ont été récupérés sans séquelles. L'essentiel est de se présenter très tôt. Vous voyez, ces genres de pathologies-là n'attendent pas l'évacuation. Donc, il y a eu vraiment des bons résultats, mais seulement c'est le traitement qui est un peu cher. Le médicament est un peu cher. Parce que l'ampoule qu'il faut injecter, une ampoule fait 600 000 francs. Et pour un patient, il faut 2 ampoules, donc 1 200 000. Donc vous voyez, avec l'accompagnement de l'État, les soins d'urgence, nous pouvons vraiment prendre en charge ces patients-là et leur éviter des séquelles de paralysie, donc des séquelles invalidantes. Nous pouvons vraiment épargner beaucoup de patients de ces séquelles-là. On ne peut pas tout étaler. On ne peut pas tout étaler, mais voilà. c'est important de le dire. Maintenant, je reviens à la promotion de la femme. En ce qui concerne la promotion de la femme, il y a eu des activités, notamment le renforcement des capacités des filles dans les centres de formation et de promotion féminine. Il y a eu appui des femmes en kit et d'autonomisation et la création des comités villageois de protection de l'enfant. Ce qui nous a permis d'avoir comme résultat 2500 filles qui ont été formées, dont 1250 en couture, 1250 en transformation agroalimentaire. Il y a eu plus de 6300 femmes qui ont appuyé à travers des kits d'autonomisation et plus de 550 comités villageois qui ont été formés dans le cadre de la protection de l'enfant. Nous comptons poursuivre ces activités-là, Inch'Allah. L'autre question, Monsieur le ministre, on parle beaucoup de mauvaise qualité des prestations et le non-respect de la déontologie par les agents de santé. Que faut-il faire pour y remédier? Bon, merci pour votre question, mais permettez-moi quand même de dire un mot sur la question qui m'a été posée par rapport aux médicaments. Aux médicaments. Oui. Parce que si vous vous rappelez, dans le cadre du renforcement de la disponibilité et l'accessibilité des médicaments, suite aux sanctions qu'on a connues par la CEDEAO, des sanctions inhumaines, illégales, les frontières étaient fermées et vous savez que notre axe principal d'approvisionnement, c'est l'axe Cotonou-Niamey. Il y a eu blocage des commandes qui étaient au port de Cotonou et blocage des commandes même qui étaient en cours d'acheminement sur le Niger. Donc, il a fallu qu'en réponse à cette question-là, des mesures ont été prises, notamment la sécurisation et l'approvisionnement en produits de santé à travers l'approvisionnement en urgence par la voie aérienne, mais aussi à travers l'approvisionnement à travers l'axe Lomé, Ouaga, Niamey, qui nous a permis quand même d'acquérir beaucoup de médicaments et qui nous a permis d'éviter certaines pénuries. Qui est toujours utilisé. Qui est toujours utilisé d'ailleurs. Nous avons mis en œuvre la stratégie d'approvisionnement au dernier kilomètre. C'est-à-dire qu'il faut envoyer les médicaments le plus long possible pour faire bénéficier tout le monde. Nous avons renforcé des mesures de gestion des médicaments à travers la mise en place du système intégré de gestion logistique. Donc ces différentes mesures nous ont permis d'avoir un taux de disponibilité en médicaments au niveau des centres de santé intégrés de 98,7%, ce qui est très important. Nous avons en perspective le projet de développement d'une industrie locale de production des médicaments et nous avons mis en place aussi des partenariats avec les pays amis pour que l'approvisionnement en médicaments au niveau du pays continue. Je reviens sur votre question. Je peux dire que la qualité, elle est multidimensionnelle. C'est un processus continu d'amélioration dans lequel le ministère de la Santé publique accorde en tout cas une place de choix. Donc, dans cette perspective, plusieurs réalisations ont été faites. Donc, l'amélioration de la qualité de prestation, nous avons d'abord fait le renforcement des capacités du personnel de santé à tous les niveaux des pyramides sanitaires. Plus de 17 500 agents de santé et relais communautaires ont été formés dans diverses thématiques avec comme perspective la formation des agents dans tous les domaines. Donc, nous allons continuer cette formation des agents dans le domaine des greffes rénales, dans le domaine des hémodialyses et dans beaucoup d'autres domaines. Il y a eu, dans le cadre de l'amélioration de la qualité des soins au niveau communautaire, il a été déployé plus de 25 788 relais communautaires. Et ces relais ont été accompagnés par l'État à travers donc leur forfait d'une valeur de 240 millions. Cette activité nous a permis
en tout cas, de prendre en charge plus d'1 million d'enfants de 0 à 5 ans, pris en charge dans le cadre du paludisme simple, diarrhée simple et la pneumonie. 159 187 femmes enceintes ont été orientées pour les soins prénatals et 64 552 femmes enceintes ont été orientées pour l'accouchement assisté. 29 960 femmes ayant accouché à domicile ont été orientées pour les soins prénatals. Nous avons en perspective donc le déploiement, toujours dans le cadre communautaire, le déploiement de 7 500 relais au niveau donc, des différents districts. Nous avons aussi mis l'accent sur le développement des approches d'amélioration de la qualité des soins à tous les niveaux, ce qui nous a permis le renforcement de la qualité des soins. Nous avons doté, toujours dans le cadre de la qualité des soins, nous avons doté nos hôpitaux d'appareils de production d'oxygène. Vous savez que l'oxygène, c'est un produit qui est très important dans le cadre de la prise en charge de nos malades. C'est ainsi que nous avons renforcé la disponibilité d'oxygène à travers la dotation des CSI et des hôpitaux de district de concentrateurs d'oxygène. Il y a eu la dotation de 5 hôpitaux en machines de production d'oxygène, notamment le CHR d'Agadez, l'hôpital de référence de Maradi, le CHR de Difa et l'hôpital national de Boubacar Diallo. Nous avons réhabilité la machine de production d'oxygène de l'hôpital général de référence. C'est une machine qui fait une bonne production d'oxygène en raison de 160 bouteilles par jour, qui peut permettre de couvrir pratiquement la majorité des formations sanitaires qui ont besoin de l'oxygène. C'est pourquoi à l'heure actuelle, nos hôpitaux, surtout ceux qui sont à Niamey, n'achètent plus d'oxygène. Notre objectif, c'est d'étendre cette production d'oxygène sur l'ensemble du territoire national. Vous savez, à l'époque, la bouteille d'oxygène coûtait entre 50 000 à 100 000 francs. Donc vous voyez, lorsque nos hôpitaux vont être épargnés de l'achat d'oxygène, ça va aussi permettre d'améliorer leur performance. En matière de qualité de prestation, ça passe aussi par la disponibilité des équipements de qualité dans nos formations sanitaires. Ainsi, dans le cadre de l'amélioration de la qualité des soins, nous envisageons l'acquisition des équipements, en tout cas au niveau de toutes nos formations sanitaires, l'acquisition de 8 appareils de mammographie parce que ça nous manque au niveau des centres de santé mère et enfants. Dans le cadre de l'amélioration de la fourniture en énergie, avec la solarisation de beaucoup de nos formations sanitaires, grâce à la bonne collaboration avec le ministère de l'Énergie, mais aussi le projet Husky. En 2000... Ça a commencé à Niamey avec... Tout à fait. Et effectivement. Parce qu'en 2024, il y a eu 159 CSI, ainsi que la maternité Isaac Gazobi, qui ont bénéficié des installations solaires. En 2025, nous prévoyons l'installation des équipements solaires dans 181 centres de santé intégrés. Donc voilà ce que je peux dire à propos de la déontologie. Bon, c'est comme... la déontologie, parce que là, les gens, ils en parlent aussi, hein. Parce qu'il y a eu beaucoup de cas d'accidents, monsieur le ministre. Oui, tout à fait. Pour non-respect de cette déontologie. Qu'est-ce qu'il faut faire? Je voudrais saisir cette occasion d'abord pour encourager les agents de santé pour tous les efforts fournis, malgré les conditions de travail difficiles. Dans le cas du respect de la déontologie par les agents de santé, vous savez, on a d'abord mis ça au niveau des écoles. Il faut que ça soit enseigné pour que vraiment que les gens puissent prendre conscience de ça. Donc c'est enseigné. Les écoles de santé. Oui, c'est enseigné dans les écoles de santé. Il y a beaucoup de monde aujourd'hui de fermer, hein, parce que souvent les gens disent qu'ils ne savent même pas à quoi servent ces écoles de santé, qui ne forment pratiquement pas des personnels de qualité, monsieur le ministre. Ça aussi, c'est notre débat. C'est un autre débat. Voilà. Donc nous sommes en train de voir cette question-là, effectivement. Mais nous pensons que, en tout cas, des mesures sont en train d'être prises pour renforcer le respect de la déontologie du travail par les agents de santé. Et il y a eu le renforcement dans ce cadre-là des missions de contrôle, d'audit et d'inspection. C'est ainsi que nous avons réalisé durant l'année 2024 28 missions d'inspection et d'audit et 11 enquêtes administratives des services de santé ont été réalisées. Nous pensons en tout cas continuer ces activités-là. Il y a eu la création des ordres socio-professionnels et réalisation des missions de sensibilisation, donc qui a eu comme résultat création des ordres des sages-femmes et des ordres des infirmiers. Ça va nous permettre de renforcer la sensibilisation des agents dans le cadre du respect de la déontologie. Il y a eu mise en place ce qu'on appelle le mécanisme de gestion des plaintes
Et à tous les niveaux, nous voulons mettre ce mécanisme-là de gestion de plainte pour que l'agent sache comment faire lorsqu'il y a une plainte d'un patient pour non-respect de la déontologie. Donc nous sommes en train de mettre en place ce mécanisme-là. Déjà au niveau central, nous avons mis un comité de gestion des plaintes et nous pensons que dans les régions, dans les départements, nous allons mettre en place ces comités qui vont gérer cette question de plainte pour que les gens puissent vraiment respecter la déontologie. Vous pensez que l'omerta sur les accidents de ce genre sera levé avec ce dispositif? Oui, les gens vont prendre conscience. Parce que vous savez, lorsqu'un agent sait qu'il n'y a pas de contrôle derrière lui, il est libre de faire ce qu'il veut. Mais lorsqu'il sait qu'il y a un mécanisme qui a été mis en place pour contrôler en cas de manquement, eh bien, il va prendre conscience et il va faire un travail de qualité. Merci, monsieur le ministre. L'autre grande préoccupation dans le domaine de la santé est la question d'hygiène publique. Comment définir et mettre en œuvre une stratégie en la matière? La question d'hygiène, c'est une question multisectorielle dans laquelle le ministère de la Santé a élaboré et mis en place une stratégie permettant de réduire significativement les maladies liées aux problèmes d'hygiène. En effet, lors de nos visites sur le terrain, si vous vous rappelez, nous avons visité 6 de nos régions où nous avons relevé une grande insuffisance en ce qui concerne la gestion des déchets biomédicaux et ce qui constitue vraiment un danger pour l'hygiène publique. Ceci nous a amené donc à réfléchir pour qu'on puisse acquérir des incinérateurs de grande capacité pour gérer ces déchets et ne pas les laisser dans la nature. Donc nous avons acquis au cours de l'année 2024 9 incinérateurs modernes de grande capacité et qui peuvent brûler des objets avec une température qui peut aller jusqu'au-delà de 1000 degrés. Donc vous voyez tout ce qui est piquant, tout ce qui est tranchant, les flacons, ils peuvent gérer ces déchets-là. Auparavant, les gens les enterraient dans le sol. Nous pensons qu'il faut dépasser ce stade-là. On ne peut plus permettre aux gens d'enterrer tout ce qui est blessant dans la terre ou des flacons qui ne sont pas dégradables. Donc il faut les traiter pour que ça ne constitue pas une menace pour l'hygiène publique dans le futur. C'est ça qui nous a amené à remettre en fonction l'incinérateur de grande capacité de l'hôpital régional de référence qui était en panne, donc qui était négligé. Nous avons remis ça en fonction, donc ça nous permet de traiter les déchets. Ainsi, nous avons multiplié par 2 la disponibilité donc, des incinérateurs au niveau de nos formations sanitaires. Nous avons en projet l'acquisition de 14 incinérateurs modernes de grande capacité. Nous allons les installer au niveau de l'hôpital national Amir Boubacar Diallo, des hôpitaux de district et centres de santé mère-enfant de la région des Indes, Maradi, Niamey et Difa. Nous n'avons pas oublié la gestion aussi des eaux usées. Si vous vous rappelez, lors de ma dernière visite au niveau de l'hôpital national, je me suis penché sur cette question-là. Donc il faudrait aussi que les eaux usées des hôpitaux, qu'on puisse les traiter pour que ça ne soit pas une menace de santé. Et des unités de traitement de ces eaux usées sont en train d'être installées pour sécuriser vraiment la population. Nous avons effectué des missions de contrôle des établissements agroalimentaires et le contrôle des points d'entrée au niveau des frontières, ce qui nous a permis de faire 1950 sorties de contrôle qui ont été réalisées et on a saisi 7000 tonnes de denrées alimentaires périmées qui ne devraient pas être consommées. Et nous avons contrôlé plus de 700 000 tonnes de denrées alimentaires pour rassurer la population. Tout ce qui rentre, il faut contrôler pour qu'on soit sûr que ça ne constitue pas une menace pour notre santé. Nous allons poursuivre aussi le renforcement de la sensibilisation en matière d'hygiène et de promotion de l'assainissement au sein de la population, parce qu'il faut continuer la sensibilisation. Nous avons assuré la coordination des actions du comité. Il y a un comité qu'on appelle One Health et une seule santé qui nous a permis d'avoir des résultats, notamment la fonctionnalité du comité, l'amélioration de la riposte aux épidémies et la mise à disposition de 2 laboratoires mobiles au ministère de l'élevage et les équipements de capture et 2 véhicules ainsi que des produits anesthésiques à destination du ministère en charge de l'environnement. Avec donc ce comité-là, nous avons un projet qui est en train d'être étudié concernant donc la sécurité relative donc à la surveillance des maladies et des événements de santé courant l'année
2025 qui va traiter la question de santé, la question de l'élevage et la question de l'environnement. C'est un projet vraiment multisectoriel. Monsieur le ministre, Oui. on va poursuivre cet entretien. Monsieur le ministre, peut-on espérer intégrer la médecine traditionnelle dans le système formel et moderne de soins? Parce qu'il faut reconnaître que cette médecine traditionnelle, quand même, il y a des plantes qui sont vertueuses et qui peuvent être utilisées. Voilà. Oui, tout à fait. C'est aussi une question importante de l'amélioration de l'accès aux soins. Dans ce cadre, le ministère a entrepris certaines actions, notamment la mise en place d'une commission nationale de réflexion pour la promotion de la médecine traditionnelle. Et nous avons mis en application donc, la réglementation de l'exercice du métier de tradit praticien. Ce qui nous a donné en tout cas des résultats vraiment appréciables. 66 autorisations d'exercice ont été données à des tradis praticiens. Nous avons en perspective donc, pour le futur l'élaboration et la mise en œuvre d'une stratégie nationale de la médecine traditionnelle et l'intégration des médicaments améliorés dans la prise en charge des malades dans le système conventionnel. Et nous avons un projet aussi de faire le répertoire des plantes médicinales et la création d'un jardin botanique. Monsieur le ministre, on n'a pas fini avec les médicaments. On parle de moins en moins de l'ONPPC et du laboratoire national d'expertise qu'on appelait à un certain moment et qu'on appelle toujours l'ANSPEX, qui ont joué un rôle de premier plan dans la politique sanitaire au Niger, particulièrement dans l'approvisionnement des pharmacies populaires, les pharmacies populaires qui étaient très populaires d'ailleurs, en ce qui concerne l'ONPPC. Dans quel état se trouvent ces deux structures en ce moment? Merci pour cette question. En ce qui concerne l'ONPPC, rappelons d'abord que les missions de l'ONPPC, c'est l'approvisionnement de nos formations sanitaires publiques comme privées en produits pharmaceutiques de bonne qualité et accessibles financièrement, mais aussi géographiquement, que ça soit disponible dans tous les coins du pays. Et actuellement, l'ONPPC vit une situation de surendettement. Accumulé depuis plusieurs années. Et c'est ça qui entrave même ces activités. Et dû à quoi? Bon, en fait, il y a des commandes qui ont été faites à coût de millions et des millions. Quand ça arrive au niveau de l'ONPPC, les produits sont vendus, mais l'argent disparaît. Ça c'est utilisé dans autre chose. Ça va dans la poche de quelqu'un? Très certainement, parce que si l'argent n'est pas au niveau des finances, c'est parti dans la poche de quelqu'un. Donc toutes les commandes, la majorité des grosses commandes... Mais l'État a toujours joué sa partition. L'État a joué toujours sa partition. Il y a des grosses commandes qui arrivent, mais c'est dans la pratique, lorsque ces médicaments-là sont vendus, d'utiliser ce fonds-là pour pouvoir approvisionner. Donc ce qui s'est passé, l'État investit, on achète les médicaments, les commandes arrivent, on vend les médicaments et l'argent va dans autre chose. Donc il y a eu accumulation des dettes. C'est ça qui fait qu'il y a beaucoup de fournisseurs aujourd'hui qui sont en train de nous interpeller par rapport à leurs dettes. C'est une situation que nous avons trouvée et que nous sommes en train de gérer et ça constitue vraiment une grosse entrave pour cette structure-là. Mais bon, les choses quand même, cependant, les choses sont en train de changer. En tout cas, depuis le 26 juillet 2023, nous avons fourni des efforts à travers ce que j'avais dit plus loin, l'approvisionnement en médicaments à travers d'autres canaux d'approvisionnement à travers les voies aériennes. Ça nous a permis d'avoir un taux de satisfaction, en tout cas en ce qui concerne les médicaments, un taux de satisfaction des structures sanitaires qui a passé de 17% en 2023 à 67% en novembre 2024, grâce bien sûr à l'accompagnement du gouvernement. Nous avons signé quelques conventions de partenariat avec certains pays dans le cadre de l'approvisionnement de l'ONPPC en produits pharmaceutiques. En perspective, au niveau de l'ONPPC, nous comptons vraiment renforcer d'abord la capacité de stockage de cet office-là. Parce que cet office n'a pas de magasin de stockage des produits pharmaceutiques. Ce qui s'est passé, c'est que l'ONPPC avait ces magasins que tout le monde connaissait.
On a levé le toit de ces magasins-là, soit disant qu'on va faire le réfectionnement, ce qui n'a pas été fait. Et l'OMPPC est obligé d'aller louer les magasins privés. Et c'est une autre hémorragie financière. Nous sommes en train de faire de telle sorte que les magasins qui ont été défaits, là, décoiffés, qu'on puisse les réhabiliter pour que vraiment l'OMPPC soit autonome en ce qui concerne la gestion de stock. Sinon, à l'heure actuelle, l'OMPPC n'est pas autonome en ce qui concerne la gestion de stock des médicaments. Oui, vous parliez tout à l'heure des dettes sur lesquelles croule cette structure. Est-ce qu'on a une idée de ces dettes? Et si oui, est-ce qu'il y a eu un mécanisme qui est mis pour un peu résorber ça? Nous avons une idée de cette dette-là à travers un document qui a été établi, un document de prise de consigne. Je n'ai pas le chiffre exact, mais juste pour vous donner une idée, je me rappelle d'une commande où j'étais vraiment surpris, qui a été faite en Inde, de 176 millions, qui est arrivée au niveau de l'OMPPC. Et cette commande-là a disparu. On ne sait pas qu'est-ce qui s'est passé. Et chaque fois, le fournisseur nous demande, mais remboursez-moi mon argent. 2020, 2021, il en est de même. Il y a d'autres fournisseurs au niveau de Lomé. Et c'est ça qui me dérange. Chaque fois que je suis de passage au niveau de Lomé, il y a certains fournisseurs qui sont au courant. Le ministre de la Santé est de passage. Il vient demander audience, il dit, bon, vous avez pris nos produits en 2019, 2017. Vous n'avez pas remboursé. Ce qui est surprenant avec les gens là, comment vous pouvez fournir des produits depuis 2017? Vous avez laissé les autres là, 2017 à 2023. Mais vous attendez quoi depuis tout ce temps-là pour venir réclamer vos dettes? Et c'est maintenant que les gens sortent et disent nous avons des dettes de 2017, de 2018. C'est fictif. Non, c'est réel. C'est réel, c'est ça qui fait mal. Quand on vérifie les documents, on trouve qu'effectivement c'est vrai. Ils ont fourni ces produits-là, mais ils n'ont pas été remboursés. Et c'est ça qui constitue vraiment des gros obstacles pour l'OMPPC. Mais nous allons continuer à se battre pour que l'OMPPC puisse assurer sa mission, parce que l'objectif, c'est de fournir des médicaments essentiels, donc à un coût abordable au niveau de toutes nos formations, de nos officines populaires. Vous savez que sur l'ensemble du territoire national, nous avons 43 officines de pharmacie populaire, dont l'objectif, c'est d'arriver à un taux de satisfaction d'au moins 90%. D'accord. Monsieur le ministre, comment renforcer le dispositif de contrôle et de suivi des médicaments et autres produits conformément au texte en vigueur, parce que la question c'est qu'on voit ces pharmacies par terre qui font beaucoup de dégâts au niveau de la santé publique. Donc comment renforcer ce contrôle et le suivi des médicaments, voilà. Donc avant de revenir à votre question, permettez-moi de dire un mot sur l'INSPEX. L'INSPEX, ah oui, on a oublié. Tout à fait. S'agissant du laboratoire national de santé publique et d'expertise qu'on appelle l'INSPEX, elle a la charge du contrôle de qualité des produits de santé, des aliments, de l'eau et des expertises toxicologiques et environnementales dans le but de sauvegarder la santé de la population. L'INSPEX a assuré en 2024 l'analyse de plus de 500 échantillons d'aliments, plus de 200 médicaments génériques qu'ils ont contrôlés et plus de 1000 échantillons d'eau qu'ils ont analysés. En perspective, au niveau de ce laboratoire-là, nous comptons faire de ce laboratoire un centre d'excellence de formation et de contrôle de qualité des médicaments, de l'eau, des boissons. Et nous comptons renforcer le cadre de collaboration de l'INSPEX avec les autres secteurs. Il s'agit de l'agriculture, de l'environnement, du commerce, de l'industrie, du ministère de l'Intérieur. Nous comptons réaliser l'audit d'accréditation de ce laboratoire-là. Et enfin créer un réseau de contrôle de qualité avec les autres pays de l'AES. Donc cela va me permettre de revenir à votre question concernant... Comment renforcer le dispositif de contrôle et de suivi des médicaments et autres produits conformément au texte en vigueur? D'abord, nous avons, pour gérer cette question-là, nous avons mis en application l'arrêté réglementant les dons. Avec l'application de cet arrêté-là, nous avons pu faire l'identification et la quantification et l'utilisation rationnelle des dons. En perspective, nous comptons poursuivre l'application de cet arrêté-là qui réglemente les dons. Nous avons aussi
fait le renforcement des mécanismes de contrôle et surveillance des médicaments et autres consommables médicaux au niveau des centrales d'achat et des officines publiques et privées par l'IGS, l'ANRP et le LANSPEX. Cela nous a permis d'avoir des résultats très appréciables. Nous avons démantelé 17 cas de trafic illicite de médicaments. En même temps, nous avons procédé à la destruction de tonnage important des produits contrefaits. Et 200 médicaments, 500 échantillons, comme je le disais tantôt, et plus de 1000 échantillons d'eau ont été analysés par l'INSPEX. Nous comptons poursuivre le contrôle de qualité des médicaments et poursuivre la destruction de ces médicaments contrefaits, et nous comptons mutualiser nos efforts avec les autres pays de l'AES pour pouvoir contrôler cette affaire de médicaments. Monsieur le ministre, pouvez-vous nous décliner dans ces grandes lignes votre politique en matière de population? Quelle place pour la femme, la famille et les enfants? Il existe une politique nationale de population 2019-2035 qui vise à promouvoir la parenté responsable au sein de la population. Les grandes lignes de cette politique se résument d'abord au suivi de la croissance démographique, le renforcement de la qualité du capital humain, c'est très important, et l'amélioration de l'autonomisation des femmes, y compris les femmes handicapées qu'il ne faut pas aussi oublier. Voilà ce que je peux dire sur cette question. D'accord. Monsieur le ministre, les affaires sociales, on le voit, constituent la dernière composante de votre portefeuille. Qu'avez-vous fait de marquant et de déterminant dans ce domaine? Parce que vous êtes aussi attendu dans ce domaine, monsieur le ministre. Tout à fait. Les femmes attendent beaucoup. Comme fait marquant, nous pouvons citer notamment la réouverture de fonds de soutien aux personnes handicapées, qui était bloquée depuis 2020. Permettant ainsi aux personnes handicapées de bénéficier de la protection sociale. Donc ça, le président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, chef de l'État, à l'issue de l'audience accordée aux personnes handicapées, a pris la décision de réouvrir ce fonds-là. Et c'est ce qui a été fait, à la grande satisfaction en tout cas des personnes handicapées. Il y a eu le renforcement de la mobilité et l'autonomisation des personnes handicapées par l'achat et la mise à disposition de matériel de réhabilitation. Il y a eu assistance médicale de 120 868 personnes âgées. Également, 27 685 personnes handicapées et 14 012 personnes diminuées ont bénéficié de l'assistance médicale. Il y a eu également le soutien social de 157 filles handicapées en cours de scolarisation par des cash transferts. Voilà ce que je peux dire sur cette question. Une dernière question, monsieur le ministre. Nous sommes dans une confédération. S'agissant de votre portefeuille, de façon générale, quelles sont les initiatives prises dans le cadre de l'AES? La création de la confédération AES, c'est une véritable opportunité pour nous de s'organiser afin de mettre en place des structures sectorielles visant à faciliter la progression de l'AES vers l'atteinte des objectifs durables. Ainsi, dans le domaine de la santé, nous avons d'ores et déjà pu entreprendre certaines actions. En effet, si vous vous rappelez, j'ai conduit une mission de travail au Burkina Faso du 27 au 29 octobre 2023 qui a permis de jeter les bases de collaboration entre les deux pays en matière d'approvisionnement en médicaments, en matière de surveillance transfrontalière et d'échange d'expériences. Nous avons pris part à Bamako, si vous vous rappelez aussi, au Mali, du 31 juillet au 1er août 2024, aux festivités marquant la journée panafricaine des femmes, en présence d'une délégation du Burkina Faso. Donc les trois ministres réunis, nous avons retenu en tout cas de faire la mise en place d'un cadre de concertation et d'échange des ministères en charge de la promotion de la femme, en vue de mener des réflexions, prendre des initiatives et actions de développement économique, social, culturel et environnemental. La création d'une plateforme d'organisation fêtière des femmes de la Confédération des États du Sahel en vue de réaliser des actions communes pour supporter nos différents chefs d'État. Si vous vous rappelez aussi, en août 2024 à Brazzaville,
en marge de la réunion du comité régional OMS, où on était d'ailleurs là-bas ensemble, il y a eu des échanges avec les deux ministres en charge de la santé, donc du Burkina Faso et du Mali. Nous avons échangé sur certaines questions, notamment la surveillance épidémiologique. Donc, comme perspective au niveau de l'AES, nous envisageons renforcer la collaboration à tous les niveaux afin de favoriser une meilleure coopération en matière sanitaire à travers l'organisation d'une rencontre des 3 ministres en charge de la santé. Nous pensons que c'est à cette occasion-là que diverses questions peuvent être traitées pour qu'on puisse vraiment avancer. C'est ainsi que nous pensons qu'avec ce cadre de réflexion, nous pouvons développer en tout cas les arguments en faveur de la création et de l'organisation en charge de la thématique sanitaire de l'espace AES. Nous pouvons proposer la dénomination de l'organisation en charge de la thématique sanitaire et élaborer ces textes de création. Nous pouvons également identifier des domaines prioritaires pour prendre en charge l'organisation et telles que l'organisation et la coordination des offres de soins en matière de vaccination, en matière de surveillance épidémiologique et la collaboration dans le domaine de la formation, de prise en charge des malades, surtout qui font l'objet d'évacuation. Je pense qu'on peut s'entendre pour que les malades qui font l'objet d'évacuation, qu'on puisse créer les conditions pour que ces malades-là puissent être pris en charge au sein de l'espace de l'AES. Donc nous pensons que vraiment ce cadre-là va nous permettre de gérer ces genres de questions. Et l'année de même, en ce qui concerne les médicaments, on peut trouver un mécanisme qui va nous permettre de gérer la question de l'approvisionnement de médicaments des pays donc de l'AES. Donc cette question peut être traitée à l'occasion de ce genre de rencontres. C'est un chantier, nous sommes déjà en train de travailler là-dessus et nous allons faire des propositions aux autres ministres de l'AES. D'accord. Monsieur, quel sera votre mot de la fin à l'occasion de cet entretien? Je tiens d'abord à remercier les plus fortes autorités du pays, au premier rang desquelles son Excellence le général de brigade Abdourahmane Tchani, président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, chef de l'État, et le Premier ministre, M. Ali Mohamed Lamezen, pour leur engagement dans l'amélioration de la santé de la population nigérienne, comme en témoignent en tout cas les principales réalisations qui ont été faites. Je voudrais réitérer notre détermination à renforcer la résilience de notre système par le développement de l'offre et de la demande de soins à travers le rehaussement de l'accès aux soins à tous. L'investissement massif dans le cadre donc des ressources humaines et le renforcement des interventions visant à réduire les risques financiers liés à la santé. Nous comptons également faire le renforcement de la résilience de notre système de santé pour faire face aux risques de crise sanitaire futures et la création des unités et des centres spécialisés au niveau des hôpitaux pour la réalisation de la greffe rénale, les spécialités pointues évoquées. Et je voudrais également féliciter et encourager tout le personnel de santé pour leur dévouement et leur fort engagement dans la gestion donc, des services de santé. Et je les exhorte à redoubler d'efforts pour rendre notre système de santé plus résilient, plus solide, afin qu'on puisse mener notre pays vers la souveraineté totale. Merci. Merci, M. Moussa. Voilà qui met fin à cet entretien d'aujourd'hui. Mesdames, Messieurs, merci de l'avoir suivi. Pour le prochain entretien, nous serons avec le ministre de la Jeunesse, de la Culture, des Arts et du Sport, le colonel-major Abdourahmane Amadou. Excellente soirée à toutes et à tous. La conquête de la souveraineté passe avant tout par l'exploitation des ressources nationales au profit de nos populations.